très peu connu. J'avais 1000 personnes. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver. Nous sommes partis pour 24 minutes en direct d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le voir, un magicien qui prend toujours un malin plaisir à nous surprendre en une fraction de seconde. Ce visage historique de Canal+ est capable de se téléporter d'un genre à l'autre. Il faut dire qu'il a une carrière assez unique en son genre, hein. Journaliste de presse écrite, animateur radio, chroniqueur télé, comédien, patron de magazine, DJ. Cet homme que l'on serait incapable de ranger dans une case est arrivé cette saison dans une toute nouvelle maison. Et après avoir reçu Michel Hazanavicius, il s'apprête à tendre son micro à un acteur qui fait hurler de rire des millions de Français. Bonjour Ariel Wiesmann. Bonjour, merci de ce portrait Je tellement vous en prie, flatteur. tenez, il est là, il est pour vous, vous pouvez l'encadrer, Ok, il va le génial. laisser dans vos toilettes. C'est fait, c'est comme si De temps c'était en fait. temps. Les Je voudrais qu'on le mette sur ma tombe. Les invités d'Ariel, c'est le titre de l'émission que vous présentez chaque premier dimanche du mois. C'est sur TCM Cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je le dis évidemment, c'est une chaîne qui est disponible sur toutes les box Canal, sur Free, Orange, SFR, Bouygues, Numérica, même sur Molotov également. Et dans cette collection d'entretiens, vous recevez plusieurs personnalités qui se livrent en profondeur sur leur carrière, leurs doutes, leurs envies. Ce dimanche, là, à 19h55, ce sera José Garcia, évidemment l'un des acteurs comiques préférés des Français. Est-ce que, Ariel, vous êtes un peu devenu le Laurent Boyer du nouveau millénaire ? En confession de star. Rien ne me gêne. D'ailleurs, où est Laurent Boyer? Laurent Boyer n'est plus à la télé, mais Laurent Boyer l'a fait, c'est vrai, très très longtemps. Ouais. Bon, je crois que je mets moins de mascara que Laurent Boyer, mais cependant, j'ai une façon d'interviewer qui est la mienne. Je ne pense pas que ça se recoupe tellement, mais effectivement, j'aime beaucoup passer une heure. Et qui attire aussi la confidence aussi. Vous avez un ton oui, calme, j'aime bien, posé, mais en même temps, je reste un peu dans les clous de la chaîne et ce qui fait vraiment le bonheur de cette chaîne, parce que c'est une chaîne avec laquelle on peut passer l'année en rapport intime, parce que c'est toute la pop culture des 60s, des 70s, c'est toute la culture américaine, c'est la cinéphilie, bien entendu, c'est les chefs-d'œuvre du cinéma qui passent, et donc j'ai la lourde responsabilité d'être un peu le cinéphile visible de la chaîne. Et donc, j'essaye d'avoir vraiment des noms importants de ce qui se passe dans le cinéma français en ce moment et dans les années passées. Donc, effectivement, c'est Michel Hazanavicius, c'est José Garcia, c'est des gens comme Toledano Nakache, Clémence Poésy, Anna Girardot. Voilà, c'est véritablement des gens avec qui une heure, c'est même pas assez parce qu'il y a tellement de choses, l'œuvre est tellement importante. Et je pense que, bon, c'est une collection, c'est des petits approfondissements. Vous savez, je pense que interviewer, c'est arriver à être intime en 2 minutes avec une personne pour, quand on la quitte, ne plus se connaître. Donc c'est vrai que tout ce temps-là, c'est ça ce qu'on donne en spectacle aux gens et ce qu'on donne aussi comme contenu. Et ça me plaît encore dans la télévision. Et ça, c'est évidemment le dimanche sur TCM Cinéma à 19h55. On est en direct, je le rappelle, avec Ariel Wiesmann sur Figaro.fr, sur tvmag.com et bien sûr la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Ariel Wiesmann, quel regard vous portez sur sa carrière atypique? Dans quelle casquette, sous quelle casquette le préférez-vous? Est-ce que vous aimeriez le voir davantage exposé à la télévision, à la radio? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques et vos suggestions. Il y répond après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Ariel. Bonjour. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier. Qui est arrivé en tête? Eh bien, c'est TF1 qui caracole en tête des audiences. Pour une fois, cette semaine, ils n'ont pas été souvent. Oui, c'est vrai, pas souvent. Il y avait Capitaine Marlowe aussi, Nicolas. Malheureusement, TF1 ne peut pas être toujours premier, Ils ont eu mais aussi hier. de mauvais résultats en bourse. C'est vrai, bon, ça, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. TF1 caracole en tête du tableau grâce à la suite de la 2e saison de Good Doctor. La fiction américaine portée par Freddie Highmore a rassemblé 4,1 millions de fidèles, soit 19,5% de part d'audience. La jolie performance de la soirée, eh bien c'est M6 qui monte sur la 2e marche du podium grâce au meilleur pâtissier. Le concours de gâteaux arbitré par Julia Vignali a fédéré 2,8 millions de gourmands, 14,5% du public. Il s'agit là du record de saison pour M6. J'avoue, j'ai regardé.
Vous avez regardé, je pense que c'est grâce à vous d'ailleurs. Un peu forcé, mais j'ai regardé. Et ouais, c'est ça, on n'est pas tout seul chez soi, malheureusement parfois. J'avais faim après, j'avais très faim, j'avais très envie de gâteau. Et si on considère la part d'audience, eh bien c'est France 2 qui arrive en 3e grâce à sa série Alex Hugo, portée par Samuel Le Bihan. Et enfin, on termine avec une belle note, elle est signée France 3 et son magazine d'évasion, son jeu aussi, La Carte au Trésor, porté par Cyril Ferraud, 2,1 millions de voyageurs, 10,4% de part d'audience. C'est un score en hausse par rapport au dernier numéro diffusé en octobre dernier. Alors Ariel, on le voit, hein, la fiction française cartonne et souvent en tête Capitaine Marlowe, qui est aujourd'hui la série la plus regardée de France devant toutes les séries américaines. Vous allez tenir un rôle prochainement, ce sera dans la première saison de Astrid et Raphaël, une fiction de France 2, hein, c'est ça. Il y a eu un pilote l'année dernière qui a très bien marché, donc ça devient une série. Est-ce que vous aimeriez davantage développer cette étiquette que vous avez de comédien comme votre ancien acolyte Édouard Baird, par exemple? Parce qu'on vous voit rarement, un peu moins hein, en comédien. En comédien, oui. Écoutez, ça c'est les hasards, c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie de carrière, et donc les choses arrivent quand elles arrivent. Et c'est vrai que quand on a mon type d'approche de la vie professionnelle, on est toujours occupé par une chose ou une autre. Et donc, on a plusieurs pistes et il n'y a jamais une stratégie particulière. Donc, si je voulais être acteur, il faudrait que je prenne un agent, il faudrait que je fasse toutes ces choses-là, ce que je ne fais pas. D'accord. Donc c'est comme ça, c'est ponctuel. Et en fait, lorsque les choses arrivent, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que, comme beaucoup d'autres choses dans ma vie, j'ai un peu approfondi au théâtre, notamment avec John Malkovich, avec plein de gens, avec Laurent Ruquier, que vous citiez, des grands rôles, et ça m'a beaucoup plu. Maintenant, je le fais quand ça se présente et je suis très heureux de le faire. Tout comme il y a plein d'autres choses en ce moment dans ma vie qui m'occupent. Et l'essentiel, je pense, c'est d'être toujours porté par quelque chose, de se lever le matin et de se dire, voilà, aujourd'hui c'est une belle journée, et de rentrer le soir en disant, elle a été bien remplie, j'ai appris des choses, j'ai fait des choses. On continue ces news médias, Damien, avec le journaliste de France Télévisions, Nathanaël de Rinxin, qui a révélé cette semaine le pépin de santé dont il a été victime. Oui, l'ex-présentateur du journal télévisé de Télématin sur France 2 a choisi de révéler publiquement l'accident vasculaire cérébral qu'il a foudroyé le 1er mai dernier. À l'occasion d'un entretien avec nos confrères du Parisien, Nathanaël de Rinxin explique que ce jour-là, après une sieste, il est allé jouer au golf et a bu un verre en terrasse avec sa femme et ses amis, quand soudain, à 19 h, la partie gauche de son visage commence à s'affaisser sous le regard de ses proches. Alors heureusement, ces derniers ont aussitôt appelé les secours, conscients que le journaliste était en train de faire un AVC. Ce qui l'a sauvé, selon lui, eh bien, c'est la réactivité de sa femme, de ses amis, ainsi que les médecins qui ont injecté un produit afin de dissoudre le caillot qui obstruait les vaisseaux sanguins. En 3 heures, j'étais tiré d'affaire, a-t-il assuré au cours de cet entretien. Et cet AVC est la raison pour laquelle, notamment, il a quitté Télématin. Jean-Pierre Pernaut, Agathe Proulx, Bernard de la Villardière, ils sont pleins à la télévision à parler maintenant carrément de leurs problèmes de santé, à dire qu'ils ont un cancer, etc. Pour beaucoup, Jean-Pierre Pernaut, par exemple, avait dit que c'était pour éviter qu'il y ait des rumeurs sur ces absences du Trésor, etc. Est-ce que pour vous, c'est important, notamment à la santé, qu'on puisse révéler publiquement, vous comprenez que ces personnalités parlent publiquement de problèmes de santé, qui après tout sont des problèmes personnels? J'avoue que je ne m'attendais pas à cette question, mais elle est intéressante. Non, mais je vous demande. C'est vrai que là, avec vous, on a vécu quasiment en direct l'AVC. Là, on a on l'a vu. De la télévision. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas si c'est indispensable d'être dans les vaisseaux sanguins d'un journaliste pour la culture générale. Mais que les journalistes mais en tout cas, évidemment, j'ai, comme tout homme, des sentiments de commisération envers tous les pépins de santé. Je pense que oui, on peut rendre public ça si véritablement... C'est un choix personnel. Voilà, je pense que... quand Agathe Proulx, par exemple, a révélé qu'elle souffrait d'un cancer, comme tout le monde, j'ai été touché par ça. Après, ça lui appartient de savoir si on le révèle ou si on le vit dans la discrétion. Voilà, c'est... Le problème, c'est qu'après, quand on est absent de l'antenne, il y a des rumeurs, forcément, et parfois, on préfère carrément dire... Je peux vous garantir que quand on est absent de l'antenne, il n'y a pas tout le temps des rumeurs. Non, pas tout le temps. Donc, quand vous êtes comme Jean-Pierre Pernaut, avec 6 millions de gens qui vous regardent à 13 h tous les jours, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Ouais. On termine, Damien, avec le lancement d'une série événement, alors celle-là que tout le monde attend. Ce sera sur TF1 très prochainement, dites-nous tout. Exactement, alors cette nouvelle fiction française s'intitule Le Bazar de la Charité. Elle arrive le 18 novembre prochain en première partie de soirée sur TF1, et il faut reconnaître
reconnaître que le casting est très alléchant. Audrey Fleurot, Julie Debona, Camille Lou, Josiane Balasco, Antoine Duléry et j'en passe des meilleurs. Gilbert Melki également. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de grands noms. Et face à ce parterre de stars et les moyens alloués à cette série, à savoir quand même 2 millions d'euros par épisode, ce qui est un budget assez énorme, eh bien vous imaginez bien que c'est l'un des plus gros paris de TF1 en cette saison. Le bazar de la charité, pour résumer, c'est quoi? Eh bien c'est un drame qui repose sur un événement historique. L'incendie du bazar de la charité, c'était en 1897. C'est un événement incroyable. Effectivement, et à l'époque, il reste, je crois, ce jour le plus gros incendie qui a fait le plus de victimes. Exact. Et pas n'importe qui, parce que c'était vraiment toute l'aristocratie française, toutes les personnes. C'est comme si aujourd'hui on avait un grand bal à l'opéra avec toutes les personnalités visibles et que les 3/4 mouraient. C'est un peu ça, effectivement. Et ce sera l'événement dans le 18 novembre. Exactement, le 18 novembre. En 3 parties. Intéressant. On parlait, Ariel, de Capitaine Marlowe qui écrase toutes les audiences. On le voit, la fiction française est un véritable carton. Il y a des moyens maintenant qui sont mis. Comment vous expliquez que en 5-6 ans, même pas, les séries françaises soient passées devant les américaines? Il y a eu quoi? On a gagné en qualité, il y a eu plus de moyens. Je crois qu'il y a une perspicacité et une prise de risque de la part des décideurs dans les grands, aussi bien à Canal+, qu'à TF1. Et je pense que, par exemple, pour le cas de Capitaine Marlowe, que j'avoue n'avoir jamais vu, je sais qu'il y a une actrice extrêmement charismatique qui ne vient pas forcément des hautes sphères du cinéma français, mais quelqu'un qui a un vécu et qui voilà, un vrai physique, une vraie gouaille, et auquel les Français aiment bien s'identifier. Et je pense que plus on ira vers des choix un peu atypiques comme ça, et plus les gens auront envie d'adhérer. Parce que c'est pas facile quand même de faire pièce à ce qui vient des États-Unis, à ce que Netflix, Amazon, voilà. Et puis Netflix n'est que voilà, on est en queue de comète avec Netflix. Je pense que les choses qui arrivent sont beaucoup plus difficiles à contrer, parce que le catalogue de Netflix par rapport à ce que vont faire les concurrents, Warner, Disney et tout ce qui arrive, Apple TV l'année prochaine, ça va être un peu, ça va être effectivement de la rude concurrence. C'est fini pour aujourd'hui, Damien? C'est fini, Nicolas. Parfait, on passe tout de suite évidemment à la grande interview du Buzz Télé avec Ariel Wiesman et toutes vos questions qui arrivent dans un instant. Ariel Wiesman est seul face à la caméra et seul évidemment face aux journalistes et aux internautes qui arrivent dans quelques instants pour pouvoir poser toutes vos questions en direct. Je reviens évidemment sur les invités d'Ariel qui est chaque premier dimanche du mois l'émission que vous présentez, cette collection que vous avez dit vous-même d'entretien sur TCM Cinéma. Pour ce nouvel entretien, évidemment, c'est José Garcia, on a parlé, un acteur qu'on adore, qui fait rire tous les Français. Pourquoi ce choix-là, Ariel? Déjà, vous le connaissiez de l'époque Canal+, j'imagine un peu, José? Naturellement. C'est à l'époque où il était à Nulle part ailleurs. Voilà. Quand les gens parlaient d'une grande famille, c'est vrai que c'était une famille et dans laquelle, bon voilà, il y a le cousin chahuteur, l'oncle sérieux. Bon, c'est le cousin chahuteur alors, José Garcia un peu. Absolument, mais en même temps, le type à qui on peut se confier, le type adorable, qui a toujours le mot pour vous remonter le moral. Enfin, c'est vraiment un type humainement extraordinaire et artistiquement avec une palette dans le domaine du cinéma sans comparaison. Je pense que c'est quelqu'un qui équilibre le populaire, le sentimental, le comique, le sérieux. C'est un homme extraordinaire. Et c'est vrai que je l'avais croisé juste quelques temps avant dans une soirée, et puis spontanément, il s'est mis à me parler de philo. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que ce type qui était tout le temps grimé avec des castagnettes et en bonne femme, d'un seul coup, c'est bon. Et je trouve que l'entretien est à la hauteur parce qu'on voit l'exigence qu'il met dans son métier de comédien. Comment dire, on arrive à décoder, et c'est ça qui est intéressant dans ces entretiens, on arrive à trouver le fil conducteur d'une histoire personnelle à travers un art, quoi. Et ça, c'est très, très beau. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que ça dure 47 minutes. Hein. C'est long, au final, 3 quarts d'heure d'interview, en face à face. Comment vous faites pour découper l'interview? Comment ça se passe? Il y a différents thèmes, la façon dont c'est abordé, parce que ça peut être effectivement long, 45 minutes. Alors, on a recours à un très bon ami ou à quelqu'un qui a collaboré régulièrement avec l'invité. Et qui nous donne un peu des insiders. Et puis, on a des photos, on a des points de repère, des petits cailloux blancs dans la carrière de la personne. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent, par évocation, par avis extérieur.
Et très souvent, vous savez, les bons comédiens, vous appuyez play. Les mauvais, on les voit souvent dans les talk-shows. C'est ceux qui arrivent avec des préventions, pas cette question, pas celle-là, qui répondent en 2 mots là où il faudrait développer, qui affichent une espèce de fausse pudeur, etc. Et je pense que c'est vrai que l'exercice de la promo a usé tout le monde, journalistes, comme comédien, comme réalisateur. Et donc, aujourd'hui, les gens aiment bien sortir de ça, aussi bien moi en tant qu'intervieweur que l'interviewé, et dire, voilà, j'ai quand même fait quelque chose, j'ai une carrière, et donc parlons-en. Voilà. Au lieu de dire, bon, je suis obligé de défendre tel film que je viens de faire, parfois pour des raisons alimentaires et parfois pour des bonnes raisons. Bien sûr, ouais, voilà. Et donc, voilà. Mais du coup, on a José Garcia depuis Nulle part ailleurs, vous l'avez dit, jusqu'à La vérité si je mens, en passant par tout ça, on a vraiment l'impression de bien le connaître par cœur. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous a appris et qu'on va apprendre en regardant José Garcia dimanche sur TCM Cinéma? Est-ce qu'il y a quand même des petits trucs faites-nous un petit teasing. Que je suis assez bête pour spoiler. Faites-nous un petit teasing, allez. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on apprend sur lui, parce que lorsqu'il sort de son personnage volubile avec ce débit accéléré, cette espèce de fuite permanente dans le comique, et qu'il se pose, en fait, il n'y a pas du tout de censure. Il parle exactement de sa vie avec calme, lucidité, et c'est ça qui est très intéressant. Et il y a une émotion folle dans cet entretien. Mais vous allez voir, il y en a beaucoup où vous serez extrêmement surpris. Ça vous plaira beaucoup. La suite, par exemple, Toledano-Nakache, c'est extraordinaire. Vraiment, je ne parle pas du tout de mon rôle, je parle de eux, ce qu'ils ont donné, les histoires qu'ils racontent. Voilà, très honnêtement… Il faut regarder, quoi. Voilà, en gros. Je ne fais pas de la télé depuis hier ni avant-hier. Et si je continue à en faire, c'est vraiment dans la mesure où elle me plaît et où je peux la revendiquer et que je la trouve exigeante. Et c'est ce que… Avec cette qualité-là, en tout cas. Tout à fait. Damien, place aux internautes. Allez, c'est parti. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr. Alors, on salue Alain, on salue Dadou qui n'aime pas Capitaine Marlowe. Bon, écoutez, c'est tout. Il en faut pour tous les goûts à la télévision. Voilà. Il y a 7 millions de gens qui adorent. C'est ça, exactement. Une question de Sandrine qui a remarqué que votre émission était à 19h55. Mais pourquoi pas à 21h comme toutes les autres émissions en première partie de soirée? Pourquoi cette émission, elle est sur cette case-là, en fait? Alors, Sandrine… Pour ceux qui ne veulent pas regarder de JT. Ouais. Sandrine, je t'embrasse. Et je n'ai pas de réponse à ta question. Vous auriez aimé faire plus en prime time, par exemple, ce genre d'émission? Parce que c'est vrai que c'est un horaire un peu particulier, 19h55. C'est l'avant-soirée, c'est peut-être pas… Alors, vous savez, moi, je fais les choses. Après, les programmer, c'est pas moi. Bon, voilà. Tant pis. Sandrine, ça restera un mystère, mais vous serez là évidemment à 19h55. Vous nous avez parlé un petit peu des prochains invités, notamment Toledano et Nakache. Qui on va voir prochainement dans vos émissions? Alors, on a Clémence Poésie, on a Anna Girardot, on a Reda Kateb, qui est absolument fantastique. Le dernier film de Toledano et Nakache, d'ailleurs. Voilà. Avec Vincent Cassel. Exactement. Bon, voilà. Et puis, on va en avoir des tas d'autres. J'espère qu'on aura des Vincent Cassel, des Depardieu, des Deneuve. Vous avez eu des refus déjà ou pas, Ariel? Non. Non, pas encore? Non, pas du tout. Parce que, qui vous proposez? bon, d'une part, c'est vrai que j'ai toujours, à un moment, croisé la route de ces gens-là dans ma carrière. Et donc, il y a une familiarité. Et en général, ils aiment bien qu'on les convoque pour parler dans la longueur de ce qu'ils font. Oui, souvent c'est très coupé, comme vous le dites, dans les talk-shows, etc. Comment cette émission est née? C'était votre idée? On est venu vous chercher? C'est la chaîne qui l'a montée? Comment ça s'est passé? De ce que j'en sais, TCM Cinéma a eu l'idée d'avoir un visage qui incarne un peu la chaîne, parce que c'est vrai que en dehors d'offrir des films américains et tout ce catalogue. Oui, il n'y a pas d'incarnation véritablement. Il n'y avait pas d'incarnation. Et avec Morgan Productions, ils ont eu l'idée d'arriver un peu sur moi, parce que je pense que ça correspond un petit peu à la cible de la chaîne. On a parlementé pendant un bon moment et finalement on a trouvé cette idée-là. On allait faire une sorte de cercle de cinéphiles, puis on a trouvé ça un peu classique. Et d'une certaine manière, là… ça satisfait les deux parties. Moi, je suis très, très content de faire ça. Alors, TCM Cinéma, c'est une chaîne, évidemment, encore assez confidentielle. Elle n'est pas disponible, on le rappelle, sur la TNT gratuite. Il faut un abonnement. Elle a à peu près 4 millions de téléspectateurs dans le mois, chaque mois environ, qui viennent la regarder. Est-ce que cette collection…
elle aurait pu se faire évidemment sur une autre chaîne, ou est-ce que c'est compliqué dans l'état actuel de l'émission, sur la longueur 45 minutes, de l'avoir sur une chaîne, on va dire, plus grand public et plus accessible? C'est presque impossible, non? Je pense que c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire que vraiment un face-à-face de cette longueur-là, bon, vous savez que les origines de la télévision, il y avait ça, je ne sais plus comment s'appelait cette fameuse femme qui ressemblait à Barbara, je ne sais pas si vous vous souvenez. Sur le RTF? Sur le RTF. Voilà, le dimanche à midi, à la plus grande audience, elle était face à Georges Brassens pendant 1 heure. Et, Jacqueline Joubert, non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Ça va me revenir, malheureusement, mais je ne connais qu'elle. Et il y avait ça, oui. Il y avait des longs silences et Georges Brassens tirait sur sa pipe. Et donc, c'est vrai que d'explorer l'œuvre d'un artiste à fond, c'est une des missions de la télévision. Et vous savez que la télévision, à l'origine, les premiers temps de la télévision, c'était vraiment destiné à élever le niveau intellectuel des gens. Vous aviez des émissions sur... par exemple, la femme de chambre de Proust, qui passait en prime time. Pendant 3 heures, elle racontait la vie quotidienne de Proust. Et le lendemain, au bureau, les gens disaient « Ah, mais tu as vu Célestine Albaret ?» Voilà, c'est rigolo, mais ça n'est plus le cas maintenant. Damien. Oui, une question de Florence qui souhaite savoir si vous êtes toujours en relation avec Édouard Baird, votre acolyte avec lequel vous avez animé la grosse boule. Qui se souviennent de votre duo, effectivement. Oui, absolument. Oui, je le vois très souvent dans des endroits où des verres ne sont pas loin. C'est vrai. Voilà. Et je suis toujours très heureux de le voir parce que quelle que soit la tortuosité des chemins, il y a toujours la complicité première. Ouais, que vous aviez avec lui. Quel regard vous portez sur sa carrière assez incroyable au cinéma, une réussite dingue, qui, comme vous, ne s'interdit pas des choses. On le voit passer à la radio, on le voit faire un petit peu de tout aussi, Édouard. Vous savez, en fait, moi, j'ai toujours aimé une phrase d'Hannah Arendt qui dit « Il faut être une liberté qui donne l'exemple de la liberté ouais. ». Et je pense que c'est ça, finalement, la carrière de gens comme nous. On est arrivé de manière complètement atypique dans un paysage où on n'était rien et où, ensemble, on nous a proposé des tas de choses tout de suite et on a été assez prudents. Et finalement, je pense qu'on a fait l'un comme l'autre une carrière assez intègre et qui nous a rendus heureux, tout simplement. Et s'il y a des gens qui pensent que... on peut être libre de cette manière-là, c'est très bien pour nous. Alors je pense, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, est-ce qu'il y a un projet éventuellement en commun avec Édouard Baird? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Film, fiction, quelque chose? Non, pas du tout, pas du tout. Mais pour être honnête, moi j'ai des projets un peu dans tous les domaines en ce moment, et il se trouve que il y a déjà un bon moment que je pense que l'économie médiatique n'est plus aussi satisfaisante qu'elle l'a été et que donc c'est intéressant d'apprendre d'autres choses, de sortir vraiment des médias. Et il y a quelque temps, j'ai pu me former à d'autres choses, par exemple au monde de l'économie. Et c'est vrai que j'ai plus des projets dans ces domaines-là. Alors effectivement, c'est bien que vous en parliez parce que depuis votre départ de Cannes, vous êtes relativement discret à la télévision sur ce média-là. On a l'impression que vous ne courez plus après l'antenne, ce que vous avez dit d'ailleurs. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un support, le média télé, qui vous attire plus particulièrement aujourd'hui? Bon, je pense que la télé est problématique, même par rapport à des diffusions comme celle que nous sommes en train de faire, où vous diffusion web, bien sûr. Vous pouvez d'un seul coup avoir une audience totalement étonnante et où il y a une liberté encore. La télévision, je pense, tout comme le journalisme web, le journalisme presse, et à des problématiques de financement qu'on comprend. Bien sûr, notamment avec la publicité. Voilà, a aussi des problématiques de vieillissement de son audience, de mimétisme par rapport à ce qui se passe sur le web, c'est-à-dire qu'il faut des paroles polémiques, il faut des opinions controversées, il faut être capable de se prendre des volées d'insultes sur le web pour après dire... tant qu'on parle de moi, c'est bien, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Aujourd'hui, par exemple, si j'étais
comme je l'ai été pendant presque 30 ans dans des émissions quotidiennes, je ne saurais pas quoi dire sur les Gilets jaunes, sur Éric Zemmour, sur le voile, etc. Et je suis bien content de ne pas avoir à me prononcer sur ces choses. Donc c'est vrai, je ne cours pas après ça. Quand quelque chose est de qualité, ben je le prends, comme ça sur TCM m'intéresse. Cinéma, effectivement. Comme sur TCM Cinéma. Et par ailleurs, j'ai monté d'autres structures avec des associés où je suis dans d'autres aventures en ce moment. Voilà. Alors, on parlait de Canal+, évidemment, hein, le groupe a des difficultés. Il y a un plan de départ actuel qui touche entre 500 et 600 personnes, c'est-à-dire presque un quart des effectifs. Vous qui avez passé 15 ans, je crois, sur Canal+, dans plein d'émissions 26 possibles. ans. 26 ans en tout sur Canal+, voilà, entre 20h dispétante, l'édition spéciale, les chroniques, etc. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre ancienne chaîne? J'imagine un peu de nostalgie. Ça vous fait de la peine ce qui lui arrive à Canal+. En fait, moi, je ne suis pas un stratège de la télévision et j'ai été fournisseur de contenu. Je dois dire que... ça a été votre chaîne et votre famille, vous l'avez dit. Pour beaucoup de gens, la direction actuelle de Canal+, c'est le grand méchant loup, ils ont fait des choses Vincent terribles, Bolloré, etc. Pour ne pas le nommer. Voilà, moi je ne suis pas tout à fait de cet avis, même si nos chemins se sont séparés. Je pense que effectivement, il y a une démarche qui consiste à aller plus dans le gratuit aujourd'hui, parce que et avec les animateurs qu'on connaît, je veux dire que quand on imagine que Canal+, ça a été une période idéale où il n'y avait pas de passe-droit, où il n'y avait pas de grands dominateurs, etc., on se trompe aussi. Il y avait aussi une façon de ne pas bien accueillir les nouveaux. Donc, c'est pas exemplaire ce que vous voulez dire. Oui, voilà. Je pense que le truc de dire avant c'était les gentils, maintenant c'est les méchants, je n'y adhère pas. Voilà. Et parce que j'ai vécu par expérience des moments où des gens se comportaient mal aussi. Et je ne veux pas rentrer dans des histoires personnelles, mais c'est vrai qu'il y en a eu avant, il y en a eu pendant, il y en a eu après. D'accord, tout n'était pas tout rose, même à la grande Exactement, époque. Hein, c'est ça, en tout cas. Damien, on prend une dernière question, il nous reste 1 minute. La présentatrice dont vous parliez tout à l'heure qui ressemble à Barbara, c'est Denise Glaser. Voilà, bravo, c'est exactement ça. Voilà, ils sont formidables, Jacques et Béatrice, merci à vous. Non, ce qui était marrant, c'était l'émission de Denise Glaser, donc ça s'appelait Musicorama. Discorama, et où elle est en face de Barbara, et où c'est des silences de 4 minutes extraordinaires. Alors une question qui n'a rien à voir avec Denise Glaser, c'est une question de Jérôme qui souhaite savoir si vous faites toujours partie de l'émission de Daphné Burki, Je t'aime, etc., programmée chaque après-midi. Je n'ai jamais fait partie de cette émission. Vous y êtes apparu Non, pas du tout. J'étais avec Daphné Burki dans d'autres aventures, sur Canal+, sur Europe 1, etc. Mais non. Elle ne vous a pas proposé d'aller faire une petite chronique? J'aurais pas fait ça, très honnêtement. Vous n'êtes jamais allé autour de la table de Je t'aime, etc. Jamais. J'avoue vraiment là-dessus. Jérôme a donc dû avoir une mauvaise information. Ouais. Bon, désolé, il vous Jérôme. aime tellement. Mais j'embrasse Daphné Burki, que j'adore et à qui je souhaite beaucoup de succès. Je crois qui fait des bonnes audiences l'après-midi maintenant. Bonnes audiences, ouais. Absolument. Merci beaucoup. On passe Merci tout de suite à la rubrique sucré-salé. Ne quittez pas tout de suite, Ariel. Ça dure 1 minute. Sucré-salé, c'est tout de suite. Sucré-salé, évidemment, c'est souvent la torture, c'est sucré, c'est salé. Je vous fais 2 propositions. Vous ne devez en choisir qu'une. Si je vous dis Daphné Burki ou Édouard Baird. Je dois choisir entre les deux. Au choix, le mieux, le meilleur, ce que vous préférez entre ces 2 choses-là. Si je vous dis thé ou café, vous choisissez. Ah là là, mais c'est horrible cette histoire. Je sais, c'est très dur, c'est très très difficile. Après, il n'y aura papa ou maman, hein, préparez-vous. Donc moi, je suis un homme galant et je dis donc Daphné Burki, par galanterie. Est-ce que vous êtes plutôt Radio Nova ou France Culture? France Culture. Et pourtant, vous avez bossé à Nova aussi. Hein. Non, mais je suis France Culture au lâtre. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pourrais faire un petit hôtel à France Culture chez moi et m'agenouiller tous les jours. En prière. Plutôt Yann Barthès ou plutôt Cyril Hanouna dans les talk shows actuels? Alors là, Yann Barthès ou Cyril Hanouna. Voilà, il n'y a pas une fille, donc je ne peux pas... Ah non, c'est compliqué. Hein. Non, vous pouvez dire aucun, hein, mais vous regardez aucun des 2? Aucun. Journaliste ou comédien? Comédien dans la mesure où le journalisme
aujourd'hui quelque chose qui se prend extrêmement au sérieux. Et lorsqu'il ne se prend pas au sérieux, il n'est pas sérieux. Et donc, ni l'un ni l'autre ne me conviennent. Je dois dire que les gens qui se piquent de faire des grandes enquêtes alors qu'ils font des raccourcis, je ne citerai pas de nom, des raccourcis faciles et un peu populistes, ça m'agace. Les gens qui ne font que récupérer des moments d'outrance et de polémique, ça m'agace aussi. Les fake news aussi. Voilà. Et les gens qui mélangent le sérieux, la rigolade, etc., dont j'ai fait partie, ça m'agace aussi. Donc comédien, voilà. Allez, comédien. C'est dit. Merci beaucoup, merci Ariel d'être passé nous voir. Je rappelle que vous retrouverez évidemment Ariel Wiesman, ce sera dimanche, hein? Oui, dimanche. Ce sera sur TCM Cinéma, sur toutes vos box à 19h55. Dans les invités d'Ariel, ce sera évidemment face à José Garcia. Et nous, Damien, on sera de retour pas demain. Ah non, pas demain. Demain, c'est le 1er novembre, c'est Exactement. férié. Hein. Ni demain, ni après-demain, ni après-après-demain. On revient lundi, exactement, avec un nouvel invité qui officie sur Figaro Live, figurez-vous, puisque c'est un présentateur d'une émission politique qui est simultanément diffusée sur LCP Public Sénat. Il s'agit de Francis Letellier qui viendra nous parler de son émission Audition publique. Une nouvelle émission politique, évidemment, de France 3. Passez un excellent week-end à toutes et à tous.